Loubantambo, front pour revigorer les ardeurs de FARDC au front. Le vice-premier ministre chargé de la Défense a, après Goma, encouragé les soldats, cette fois-ci à Bukavu. Sit-in au secrétariat général au développement rural, les agents fustigent la mégestion de fonds leur destinée et exigent le départ du secrétaire général fortement indexé. Antena. Bonsoir et surtout bon début de semaine, madame, monsieur. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la chaîne de référence. Vous le savez, depuis quelques jours, une délégation de membres du gouvernement central séjourne dans le Kivu, le nord et le sud Kivu, s'entend. Aujourd'hui, Alexandre Loubatambo, vice-premier ministre, ministre de la Défense, Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur, Geneviève Inagossi, et d'autres membres du gouvernement ont effectué les déplacements de Bukavu où séjourne cette délégation. Bukavu, chef-lieu du sud Kivu. Aujourd'hui, la délégation gouvernementale a donc été rendre visite aux Congolais blessés et soignés sur place dans des formations hospitalières du chef-lieu du Sud Kivu. Vous le savez, le week-end, il y a eu des échauffourées à Bukavu où on s'est attaqué à des Congolais par d'autres Congolais, vous le savez très bien. Les membres du gouvernement se sont aussi rendus au point d'entrée des Ruzizi 2, frontière naturelle entre la RDC et le Rwanda. Question de vérifier la construction des nouveaux bâtiments qui vont devoir abriter les services habituels qu'on trouve au niveau de l'immigration. Nous y reviendrons en images et commentaires dans nos prochaines éditions. Mais juste pour vous rappeler, eh bien, à Goma, au nord Kivu, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a eu à conférer avec les notabilités, les sages et les acteurs politiques de cette province. Question de faire voir comment faire revenir rapidement la paix dans cette contrée agitée depuis plusieurs mois par des tensions très vives. Pour le retour de la paix véritable, l'intelligence congolaise, dans son format collectif, devra faire bon ménage avec les énergies de tous pour sa matérialisation. À Goma, la délégation gouvernementale ne relâche pas. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a réuni à ce sujet les élus députés provinciaux pour les encourager dans leurs efforts de consolidation de la cohésion nationale. Et lorsque toute la population rangée derrière les militaires qui sont au front, c'est un encouragement d'abord pour les militaires, un enchantement pour la population qui, pour une fois, sent que les militaires se comportent correctement et donc aspirent à une paix si la situation s'améliore davantage. Outre le politique, Richard Mouyej a mis à contribution les Bareza, Oazi, entendez les notables et sages de cette partie de la RDC. Le gouvernement est déterminé pour chercher la paix et la sécurité dans la province du Nord Kivu. Et que pour y parvenir, il faut aussi la contribution, la participation du Baraza Lawazé, c'est-à-dire des notables de la province du Nord Kivu. Nul ne voudra de la paix en RDC mieux que le Congolais eux-mêmes d'abord. Le soutien du gouvernement étant garanti, de partout le RD congolais doivent apprendre à conjuguer leurs efforts pour assurer la paix au pays et au bénéfice du peuple. Justement, par rapport à la paix, sachez que la délégation gouvernementale va se rendre demain mardi à Uvira. Nous sommes toujours là au sud de Kivu. Ils vont donc vérifier les positions tenues par les militaires loyalistes. Loubatambo, ministre de la Défense et vice-premier ministre, avait eu aussi à conférer avec les FARDC, les officiers et les hommes des troupes, question de leur remonter le moral face à l'ennemi. C'est un commentaire de Eric Izami sur des images de nos confrères de la RTNC. L'armée nationale ratisse large et malmène l'ennemi, il faut le mentionner, et surtout l'encourager pour garantir l'intégrité du territoire national.
Accompagné du ministre de l'Intérieur, aussi du ministre de Genre, Famille et Enfants, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Louban Tambo, est allé jusqu'au front où les éléments de FARDC, en vaillants soldats, ont redit leur engagement pour en finir avec les forces négatives et ennemies du peuple congolais. Il les a remonté le moral et leur a rassuré du soutien non seulement de la population congolaise, mais aussi de toute la communauté internationale. Ayant choisi de servir sous les drapeaux, les FARDC sont cette fois-ci visiblement très déterminés. Les images du vice-premier ministre, ministre de la Défense, aux côtés du ministre Mouyej de l'Intérieur, le général de brigade Baouma, numéro 1 de cette région militaire, démontrent la volonté partagée autorités militaires au front pour défendre valablement la patrie. Également, cette visite au front a réconforté les troupes FARDC. Cette rencontre nécessaire des décideurs au sommet sur le terrain des opérations a redonné confiance aux soldats de l'armée nationale dont l'expression en dit long à la fois dans les gestuels et le visage. La paix en RDC, la paix en Afrique préoccupe la Fondation de l'Art de Vivre que dirige Sri Ravi Shankar, qui a organisé à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'Union africaine une prière dédiée à la paix en Afrique et aussi, pourquoi pas, au Congo. C'est un reportage de Alain Kuka. La paix en Afrique, c'est l'objet de cette journée de méditation et prière initiée par la Fondation internationale de l'Art de Vivre. Cette journée a été organisée au même moment dans 22 pays d'Afrique et la prière a été conduite depuis Bangalore en Inde par Sri Ravi Shankar, le fondateur lui-même. Ambassadeur de la paix et fondateur également de l'Association internationale pour les valeurs humaines, Sri a voulu à travers cette journée véhiculer sa vision de la non-violence. À Kinshasa, les participants qui ont communié avec ces leaders religieux par vidéoconférence ont-ils intériorisé le sens de cette journée? On a fait des groupes pour prier pour l'Afrique, pour méditer, pour amener un message de paix et puis de joie et puis de prospérité dans l'Afrique. C'est pour cela qu'on a choisi ce jour du 25. C'est comme une ONG. Okay. On travaille pour la paix, pour le monde entier. On peut avoir la paix par méditation. Particulièrement pour aujourd'hui, c'est 25 mai, c'est le jour d'Afrique. Aujourd'hui, le 50e anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Union africaine. So, on a choisi ce jour pour commencer cette méditation pour l'Afrique. C'est la première fois dans le monde. Avec cette méditation, de mass méditation, il y a des millions de personnes qui participent. Il faut noter que l'ambassadeur de l'Inde en RDC, Manohar Ram, a aussi pris une part active à cette journée de méditation organisée le jour même de la célébration du centenaire de l'OIA, devenue aujourd'hui Union africaine. Tout un symbole. Justement, en parlant de l'Union africaine, eh bien, sachez qu'à l'occasion de la commémoration du 50 ans de l'Union africaine, eh bien, les chefs d'État réunis à Addis Abeba ont demandé à la Cour pénale internationale d'abandonner ses poursuites contre les chefs d'État élus au Kenya ou Kenyatta. Est-ce que cela est-il possible? La question a été posée à la représentation de la CPI à Kinshasa, qui évoque entre autres des possibilités d'abandon dans les cas notamment d'exception d'irrécevabilité. C'est un reportage de Mami Tambou et Duzen Belebele. La suspension ou l'arrêt de poursuite à l'encontre du président kényan Uhuru Kenyatta doit tenir compte de 3 facteurs contenus dans le texte juridique de la Cour pénale internationale. Il s'agit de l'exception d'irrécevabilité, de la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'initiative du procureur pour abandonner les charges portées au numéro 1 du Kenya. Les autres autorités de la Cour pénale internationale ont toujours maintenu un contact régulier avec les autres instances de l'Union africaine afin de pouvoir leur expliquer le mandat de la Cour pénale internationale. Si on veut que des charges soient retirées contre des ressortissants kenyans, notamment contre le président actuel du Kenya, c'est les possibilités
qui sont prévues, c'est soit l'exception de recevabilité que le gouvernement du Kenya peut soulever, ce qui a déjà été fait. La deuxième possibilité, c'est maintenant une saisine du Conseil de sécurité sur base de l'article 16 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et l'autre dernière possibilité, maintenant, c'est l'initiative du procureur qui peut décider de l'abandon des accusations, des charges contre une personne qui est poursuivie. Président en exercice ou non, le statut de Rome délivre les mandats d'arrêt selon les prescrits de la Cour. Le statut de chef d'État n'empêche pas des poursuites que la Cour pénale internationale peut intenter contre cette personne. Le statut de Rome est clair en parlant du défaut de pertinence de la qualité officielle. Donc la qualité officielle n'a pas d'impact sur l'action de la Cour pénale internationale qu'elle peut intenter contre vous. Selon un projet de résolution transmis par les ministres africains à leur chef d'État, l'Union africaine accuse la CPI de s'acharner sur l'Afrique et il estime qu'il revient à une juridiction kenyane d'instruire le dossier sur le nouveau président kenyan. Justement, comme le dit si bien Mami Tambou dans ce sujet, je vais vous poser un reportage réalisé par nos confrères de TV5 qui exprime clairement la détermination des chefs d'État de faire régler cette affaire par les instances judiciaires kenyanes. Suivez plutôt ces images de France 24. Le sujet fait la quasi-unanimité au sein des dirigeants africains. Ils demandent que les accusations contre le président kényan et son vice-président soient abandonnées par la Cour pénale internationale et confiées à la justice kenyane. 34 pays africains ont signé le traité de Rome instaurant la création de la CPI. Pourtant, aujourd'hui, c'est la méfiance qui domine parmi les responsables politiques. C'est un outil qui est manipulé par les pouvoirs occidentaux. Et donc pour nous, le Rwanda, on rejette cette manière de traiter l'Afrique et les Africains. On pense que le Kenya aujourd'hui est capable de régler cette question liée à la violence post-électorale. Le discours du président soudanais Omar el-Béchir n'est pas différent. Lui aussi est poursuivi par la CPI, entre autres pour génocide au Darfour. L'Union africaine avait également demandé en 2011 l'abandon des poursuites le concernant. En Afrique, il y a cette conviction que la Cour pénale internationale est le nouveau visage de la colonisation pour terroriser les leaders africains. On observe d'ailleurs que tous ceux qui sont poursuivis par la CPI sont des Africains et précisément ceux qui rejettent et refusent la politique occidentale. 18 personnes sont actuellement inculpées par la CPI, tous des Africains. L'idée d'une cour pénale africaine fait désormais son chemin, qui viendrait en parallèle de la Cour de la Haye. Cette dernière est d'ailleurs accusée de manquer de preuves dans le dossier Kenyatta. Le président kényan et son bras droit, William Ruto, sont accusés d'avoir organisé des violences post-électorales en 2007. Bien, restons au plan africain cette fois-ci pour parler tourisme. Indaba Africa's Top Travel Show, c'est une édition axée sur le tourisme en Afrique. C'est une rencontre axée sur le tourisme en Afrique, je voulais dire. Pour la dernière édition, il a été question de réfléchir et d'exposer sur l'héritage culturel en Afrique. Alain Kouka s'est rendu pour nous et pour vous à Indaba en Afrique du Sud. Il vous en fait le compte rendu. Cette année encore, Indaba 2013, qui s'est tenue à Durban en Afrique du Sud, a été une opportunité majeure pour différents pays d'Afrique et les opérateurs du secteur du tourisme de présenter au public leurs produits et ses services. Plus de 2300 opérateurs locaux et internationaux ont pris part à cette grande foire, soit une augmentation de 3% par rapport à l'année dernière. Aussi, plus de 10 000 délégués venus du monde entier ont visité pendant 4 jours, soit du 11 au 14 mai, les différents pavillons et stands érigés à cette occasion. Parmi les exposants, des groupes hôteliers, des tours opérateurs et des compagnies d'aviation, en pole position, la South African Airways. Tous les exposants ont rivalisé d'ardeur et d'imagination pour offrir aux nombreux visiteurs un spectacle beau à voir et des souvenirs à garder pour la vie. Des idées ingénieuses n'ont pas du tout manqué pour mettre à l'aise le public. Concernant toujours les exhibitions, il convient de relever qu'il y a eu tout un pavillon réservé à la communauté économique des États de l'Afrique australe,
13 pays de la SADC y ont exposé leurs produits touristiques, à savoir la Zambie, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, le Lesotho, l'Angola, le Botswana, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Malawi, le Kenya, Madagascar, la Réunion, les Seychelles et l'île Maurice, sauf la République démocratique du Congo. Un autre pavillon baptisé Héritage et Culture a été réservé aux différentes provinces de l'Afrique du Sud où l'on pouvait admirer les richesses naturelles et culturelles que regorge le pays de Mandela. À noter que Indaba 2013 a permis la création de 850 emplois directs, dont 600 offerts aux étudiants de l'Université technologique de Durban et 5000 emplois indirects. Comme quoi le tourisme est un secteur très florissant, surtout en Afrique du Sud. Et certainement aussi au Congo, jusqu'à ce qu'on décide de s'en occuper correctement, ce qui n'est pas encore le cas, hélas. Les techniciens du développement rural déterminés à obtenir la révocation de leur secrétaire général, ils ont organisé une manifestation aujourd'hui pour désapprouver ce qu'ils considèrent de mauvaise gestion des fonds destinés au personnel de ces secteurs. C'est un reportage réalisé par Sage Djambalamba, Grâce Kazadi, Duzen Belebele et Anne-Marie Ossit. Mécontent du détournement de l'air prime, les techniciens du développement rural ont tenu à manifester leur colère. La marche de protestation est partie de l'avenue Comité urbain jusqu'à la primature. Sur place, les manifestants ont remis un mémo au cabinet du Premier ministre. Dans ces documents, les techniciens du développement rural ont dénoncé la mauvaise gestion de fonds ainsi que les détournements de l'air prime par le secrétariat général au développement rural. Nous sommes venus ici pour réclamer au fait que ça ne va pas au développement rural, au ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que il y a des manières qui n'existent nulle part au monde dans la manière de gérer les choses. L'argent du trésor public, c'est destiné pour les agents et fonctionnaires de l'État, mais quand un individu se permet, parce qu'il a la signature, parce que le secrétaire général, nous le citons, du développement rural, s'est dit, il a le moyen, il a la signature. La signature, c'est pour signer la liste de services spécialisés de l'État en injectant les services fictifs, les associations, les ASBEL, des services qui n'existent nulle part. Nous, en tant que syndicat, nous disons ça ne va pas. Accusation vraie ou fausse, personne ne peut l'affirmer à ce stade, car le secrétariat général au développement rural n'a pas encore réagi. Affaire donc à suivre. Parlons religion, l'Église universelle catholique a célébré dimanche 26 mai la fête de la Sainte Trinité, un concept qui continue de se discuter. De quoi s'agit-il exactement? Paul Nzakwa vous propose un début des réponses. Juste le son même, parce que dans les différentes manifestations de Dieu, Dieu s'est manifesté comme Dieu créateur, il s'est manifesté comme Dieu sauveur par Jésus-Christ, il s'est manifesté comme Dieu consolateur par l'Esprit Saint. Et que Jésus, dans ses enseignements, il est lui-même revenu sur ça pour dire: je m'en vais vers mon Père et votre Père, pendant qu'il lui était avec nous, et de mon Père je vous enverrai le Saint-Esprit. La Bible ne définit jamais non plus, comme le fera le langage rationnel grec, il y a trois personnes dans le Dieu unique. Avec les Juifs et les musulmans, nous proclamons que le Dieu d'Abraham, notre Père, est l'unique. Nous croyons en un seul Dieu. Mais nous croyons aussi en Jésus-Christ, qui est le Seigneur, le Fils de Dieu, Fils du Père. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, de même nature que le Père. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Nous allons parler sport à présent. Eh bien, la Fédération congolaise de football a organisé dernièrement son assemblée générale élective à Kindu, au Maniema. Vous le savez déjà, c'est Constant Omari qui a été élu à la grande majorité. Au terme de ces assises,
Les délégués des ligues ont exprimé leur satisfaction. Ils sont au micro de Papi Katassi et Rigo Moulopo. Conduit pratiquement la même équipe, à part quelques nouvelles figures qui ont entré. Ce sera certainement la continuité, mais le président Omar nous a annoncé qu'il y aura des réformes et nous l'appuyons fortement pour certaines réformes parce qu'il faut redynamiser effectivement. Et je crois qu'avec le nouveau souffle qu'on a ajouté, ça va permettre de redynamiser l'équipe. C'est une assemblée qui s'est bien déroulée, mis à part les tergiversations qui étaient à Kinshasa. Bon, vous savez, quand vous n'êtes pas dans le système, vous pouvez dire quoi que ce soit, mais nous qui sommes là, nous voyons, on était sûr que notre assemblée allait se dérouler normalement. Tout d'abord, j'ai dit que il planait un doute là-bas sur la tenue de cette assemblée. Heureusement, le ministre des Sports a levé l'équivoque en acceptant, en autorisant à ce que cette assemblée puisse avoir lieu. Et elle a eu bel et bien lieu devant la présence de tous les délégués. Bref, elle s'est bien passée, conformément au statut de la FEGOFA, et les membres élus l'ont été de manière démocratique. Eh bien, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir dans la mesure où c'est le souhait de tout le monde. Et il faudrait que tous les sportifs, tous les Congolais s'y mettent, que tous les Congolais voient la situation dans la même direction. Restons en football pour vous annoncer que la 11e journée de la Ligue Foot a débuté depuis samedi dernier. Patrick Mukendi vous présente à cette étape l'évolution de cette 11e journée et les classements provisoires. Comparé à la première édition expérimentale de la Ligue nationale de football qui était élastique, la deuxième par contre évolue à une vitesse vertigineuse. Le rencontre prévue se déroule normalement sans incident majeur. Les 14 formations rivalisent d'ardeur pour chercher les 3 premières places, synonymes d'une qualification à des compétitions interclubs organisées par la Confédération africaine de football. À l'issue de la 11e journée, les Dauphins Noirs de l'Asvel Club trônent en maître avec 25 points pour 10 matchs livrés, talonnés par les Corbeaux de TP Mazembe qui ont jusque-là 23 points pour 9 rencontres. Suivi de Sa Majesté Sangabalende, 21 points pour 11 matchs. Les Cheminots de Saint-Ola-le-Popo se classent 4e avec 16 points et 8 matchs joués. Suivi de près par le Salésien de Dobosco qui sont à 9 matchs et 14 points. Après son nul avec Mazembe, les Tupamaros de DC Motema Pembe restent à la 6e position avec 12 points pour 9 matchs. Mungano 9 rencontres, 11 points. Rojolu 9 rencontres, 10 points. Elima 11 matchs et 9 points. Makiso 7 matchs, 8 points. Tikunku 8 matchs, 8 points. Dauphin Noir, Virunga et Molungue sont présentement relégables. Qu'à cela ne tienne, la messe n'a pas encore été dite, vu qu'il reste la phase retour qui tranchera les affaires. Mais la course pour les titres de la mi-saison est grandement ouverte pour V-Club et Mazembe. Le fitness, c'est aussi du sport. Il sera pratiqué dans un cadre décent très bientôt au Grand Hôtel Kinshasa avec la collaboration de Good Life Fitness Immersion, société sportive de Gaylor Lobéa. Cette formation, il a donc été organisé une formation pour encadreurs à laquelle a pris part pour nous Natacha Bomongo qui vous restitue les temps forts de cette formation dans ses reportages signés par Pepito Matondo. Durant 5 jours de formation au Grand Hôtel Kinshasa, les futurs coachs ont été soumis aux entraînements d'endurance physique dans le but de créer un noyau du métier de la forme et gagner leur vie. Le fitness, la gymnastique de forme, de l'entraînement physique désigne un ensemble d'exercices physiques pour améliorer la condition physique. Quand on parle de fitness, il y a tout plein de choses dedans. Donc nous parlons fitness, mais là dedans vous avez la salle de musculation, vous avez les cours collectifs, vous avez plusieurs classes différentes de cours. La révolution du sport maintenant dans le monde, c'est le fitness. Gaylor Loabeya, fondateur de la société sportive Good Life Fitness Emotion, s'est dit satisfait de cette formation. J'ai eu 16 stagiaires fantastiques, très appliqués, physiquement très costauds et surtout très à l'écoute de ce que je leur apportais. Et je peux annoncer d'ores et déjà qu'à partir du 1er juin 2013, Kinshasa va être doté des 4 premiers coachs
avec la marque de fabrique GLFE. Les futurs coachs, après avoir été soumis aux différents tests de la formation fitness, reviennent sur la joie éprouvée. J'ai tellement aimé parce que vous voyez, la fitness, c'est vraiment important pour le corps humain. Je suis maintenant là coach formé en fitness. J'ai beaucoup appris, je m'intéresserai encore plus au fitness parce que ça a été vraiment enrichissant et je crois que pour être la prochaine coach, je donnerai le meilleur de moi-même. Le fitness aide à conditionner le corps, c'est-à-dire le physique, pour le mettre en adéquation avec le fonctionnement du système nerveux. Chapeau à Natacha Bomongo, coach fitness. C'est vrai, elle n'a pas voulu paraître sur ces images, mais elle aura vraiment du boulot, rien que pour remonter les journalistes de la rédaction dont l'embonpoint est manifeste. Voilà. Eh bien, nous allons lire les journaux avec vous, les éditions parues à Kinshasa ce lundi, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver à un kiosque à journal ou sinon d'en acheter un. Ben voilà, c'est sélectionné pour vous par Sylvain Kapombo Bosengele. Bonsoir. Les parutions de ce lundi 27 mai 2013 se sont apaisanties sur différents sujets d'information. D'abord, le palmarès qui signale que l'horizon commence à s'éclaircir et titre à sa une « Dialogue national, les derniers virages ». Pour le journal, les signes ne se trompent pas. Il se perçoit très nettement une série de mouvements en haut qui indiquent que l'heure de concertation nationale commence à sonner. Toutes les sources sont concordantes sur la question. Très bientôt, le chef de l'État, initiateur du projet de concertation nationale, va officiellement lancer le go des assises nationales. Mais vu l'enjeu, le garant de la nation et de la Constitution serait occupé à s'assumer de tous les détails stratégiques avant de donner le coup d'envoi. Le chef de l'État a certes reçu un rapport corsé autour de la question, poursuit le journal, mais il tient à palper certaines réalités de ses propres doigts pour ne pas tout simplement se limiter à un simple compte rendu. La référence plus revient sur l'accord d'Addis Abeba, où les 11 chefs d'État africains signataires du dit accord sur la paix dans l'Est de la RDC en février dernier se sont réunis ce dimanche 26 mai dans la capitale éthiopienne en marge de la célébration du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Le chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila, a discuté avec ses homologues du Rwanda et d'Ouganda, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Aucune annonce concrète n'a été faite immédiatement après cette réunion tenue à huis clos. Avant cette réunion, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré qu'une paix durable dans le Grand Lac n'est possible que si tous les pays signataires travaillent ensemble pour sortir de l'impasse politique et créer une nouvelle dynamique en faveur de la sécurité de la population et du développement économique. Les finances se sont intéressées sur les propos qu'avait tenus le secrétaire général des Nations Unies après sa visite au Rwanda et à l'Ouganda. Les propos que le journal qualifie de décevants, car les Congolais, meurtris par l'état permanent des conflits dans la partie est de la RDC et qui s'attendaient à un langage de fermeté à l'égard de ces États voisins reconnus comme pyromanes, ont été estomaqués par les discours condescendants de Ban Ki-moon envers le Rwanda et l'Ouganda. À Kinshasa, le secrétaire de l'ONU avait fait rayonner l'espoir des Congolais. Mais tout a basculé après son séjour dans ces deux pays avant son retour à New York. À leur grand étonnement, Ban Ki-moon a indiqué, pince sans rire, je cite, « La RDC, au lieu de compter principalement sur la brigade d'intervention, doit d'abord compter sur sa propre armée. Car la brigade ne résoudra pas tous les problèmes. Elle n'est qu'une force de dissuasion. » Fin de citation. En marche de l'A1 à la primature, les chiffres parlent pour Matata Ponyo. Titre le phare. Échelonné du 9 mai 2012 au 9 mai 2013, le parcours de Matata est commenté diversement. Pour les uns, il a échoué sur toute la ligne, tandis que pour d'autres, il serait plus juste de les juger à l'analyse des résultats. Et sur ce terrain, les chiffres semblent plaider pour la reconnaissance de ses mérites. Le taux d'inflation a sensiblement baissé au point de ne situer à 2,72% à la fin de l'exercice 2012. Les phares parlent aussi de l'élection dans la province de l'Équateur, où 25 candidats gouverneurs ont confirmé leur participation. On retiendra sur la liste 24 compétiteurs inscrits comme indépendants, parmi lesquels on peut citer Bolengue Gabriel, René Isekemanga, José Lomata, José Makila Soumanda et d'autres.
Seuls Louis-Alphonse Koya-Diallo et ses colistiers se sont affichés sous les labels de la majorité présidentielle MP. Le temps de reniement a véritablement sonné aussi bien pour les partis membres de la majorité présidentielle, PPRD, MSR, PALU, ARC, etc., que pour ceux de l'opposition, MLC, UNC, PDSC, IDEMO et consorts. La prospérité s'est intéressée de l'adhésion depuis Bruxelles des députés Gérard Moulumba au MLC. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par les MLC Benelux et la représentation extérieure du MLC jeudi 23 mai 2013 où cet élu du peuple a pris part comme invité. Il y a eu une cérémonie de signature de la fiche d'adhésion et de délivrance de la carte des membres du parti aux nouveaux venus au sein du parti politique de l'opposition que dirige Jean-Pierre Bemba Gombo. Gérard Moulumba, alias Gekoko, a été élu député provincial dans la ville de Kinshasa en 2007 sur la liste du PPRD. Élu aux législatives nationales de 2011, il a préféré rester au niveau provincial, cédant ainsi son siège à son suppléant. Gérard Moulumba a évoqué 3 raisons de son départ du PPRD, lesquelles se résument par la mauvaise gouvernance. Enfin, Forum des As, lui, parle de la situation à Bandundu, où les chrétiens de la paroisse Saint-Michel de l'Institut de Kinyati, dans le secteur Mokano, territoire de Masimanimba, district de Kwilu, ont scellé les portes de leur église. Selon les jeunes de ces coins en séjour à Kinshasa, cet acte fait suite au comportement de l'abbé préfet José Yamba, qui mécontente les chrétiens, dont la plupart viennent des villages environnants. C'est tout pour ce soir. Au revoir et bon début de semaine à tous. Patron de presse et PDG de l'Observateur, l'éditeur André Mankenda Voka est décédé il y a quelques jours de cela, vous le savez bien. Eh bien, sa famille organise un culte spécial d'action des grâces en sa mémoire ce vendredi 31 mai à 16h au temple de la cathédrale du centenaire protestant situé dans la commune de Lingwala. Tout naturellement, l'invitation est lancée de manière cordiale. Merci à Sylvie Mboula qui a coordonné cette édition. Et merci donc à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de Tel Aviv. Nous sommes en Israël sur www.antenneatv.com. Bonsoir.